Madame, Monsieur, bon après-midi. Nous sommes le mercredi 7 octobre 2020. Bienvenue aux 12h. Good afternoon, Diane Gassa. Good afternoon, Martin Wendengue. You will open with our lead stories. Conseil national de la décentralisation, la toute première session ordinaire se tient en visioconférence ce jour à Yaoundé sous la supervision du Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté. Les échos dans le 12h. Rentrée scolaire 2020, évaluation de la 3e journée de classe. Nous prendrons donc les nouvelles de l'arrière-pays et nous ferons également un gros plan sur les élèves en situation de handicap. La ministre des Enseignements secondaires est l'invitée du 12h. Le professeur Pauline Nalo-Valionga reviendra sur le système de mi-temps imposé à l'école par le Covid-19. Et puis, en page magazine, cap sur Garoua-Boulaye dans la région de l'Est. La ville frontalière à la République centrafricaine dévoile ses charmes de nuit. Garoua-Boulaye by night, c'est à découvrir vers la fin du journal. Voilà pour les titres, madame, monsieur. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Merci de regarder le 12h sur la CRTV. Votre fidélité nous honore. La toute première session ordinaire du Conseil national de la décentralisation se tient depuis ce matin. Les travaux que préside en visioconférence le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, portent sur la suite à donner au processus de la décentralisation après le scrutin du 6 décembre prochain. Retrouvons notre correspondante à l'immeuble Étoile pour en savoir un peu plus sur l'intérêt de cette session. Elle, c'est Laurentine Bokono. Question pratique sur l'après-scrutin du 6 décembre au prochain. Où va-t-on loger les conseillers régionaux? D'où viendront les ressources humaines et financières pour faire fonctionner les nouveaux services? Où en est-on avec les tests à prendre au plan du droit préalable indispensable à un démarrage optimal des conseillers régionaux? C'est à cette série de questions que répond la première session ordinaire du Conseil national de la décentralisation pour le compte de l'exercice budgétaire 2020. Pas moins de 9 points sont inscrits à l'ordre du jour. Au centre des préoccupations, l'état des lieux pour passer en revue les changements intervenus sur les plans juridiques, financiers et infrastructurels dans la perspective de la mise en place des régions. Autre centre d'intérêt, le financement des actions relatives à la mise en place des régions et la détermination du quota des ressources financières à affecter aux collectivités territoriales décentralisées. Sur tous ces sujets et bien d'autres prendront la parole le ministre de la décentralisation du développement local, le ministre des Finances, le ministre des Travaux publics, le ministre de l'Éducation de base, le secrétaire permanent du Conseil national de la décentralisation. Sont attendues à la fin des travaux les orientations du Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté, président du dit Conseil. Ici à l'immeuble Étoile, Laurentine Bokono, CRTV. Good afternoon, dear viewers, and thanks again for watching the midday bilingual newscast. And we stay at the Star Building where the National Decentralization Board is currently meeting in its first ordinary session for 2020, presided by Prime Minister Joseph Dione Ngouté, who is chairperson of the board. Today's session held via video conferences started at 10 a.m. and is focusing on the acceleration of the decentralization process and the setting up of regions in Cameroon. Let's now get in touch with our correspondent who is on standby at the Star Building. Hello, Christian Chiatam. Tell us from today's theme, we understand that the speeding up of decentralization is the major concern.
Yes, indeed. This first session of the National Decentralization Board for 2020 is focusing entirely on the decentralization process in Cameroon. There are 9 points on the agenda, and a certain number of speakers are expected to present exposés. Amongst them, the Minister of Decentralization and Local Development, Georges Elanga Obam. He has been speaking about measures which have been put in place to accelerate the decentralization process in Cameroon, this within the perspective of the setting up of regions in the country. The Minister of Finance, Louis-Paul Moutaze, has been explaining measures which have been put in place to accelerate the financing of projects geared towards the implementation of decentralization. He has also been explaining the financial quotas which shall be disbursed to the regions. This first session of the National Decentralization Board for 2020 is also reviewing actions which have been taken by the board over the past months. The permanent secretary of the organization is presenting the actions. The Minister of Basic Education is also presenting a permanent strategy which has been drawn up to ensure the distribution of the basic minimum package to primary schools in the country. Prime Minister Joseph John Gute has urged all actors in the decentralization process to work hard in order to make the setting up of regions effective and smooth in the country. Christian Chiatam reporting from the Star Building. Thank you so much, Christian Chiatam, and you will be giving us details in our subsequent news editions. And we leave the Star Building to talk about something else making headline news in the country. We are talking about back to school. A new school year has come with the same old problems of the yesteryears. Huge bags which almost deform the spine of young pupils who are in quest of knowledge. It is commonplace to see a child below the age of 10 transporting at least 23 books and textbooks on their fragile bags on a daily basis. In spite of various measures put in place by government to stop this phenomenon, parents still complain about heavy weights their kids have to carry to school on a daily basis. Joyce Teta gives us the details in the following report. A little pampering before real business begins. The size and weight of school bags of pupils is a cause of worry to parents today and even the children. Some seek alternative ways to reduce the weight of their bags, revealing it's a tedious process getting to their classrooms. My bag is heavy when carrying to class. Mommy carries the bag from the house. I have to carry myself. But when we reach to class, we rest first before starting learning, because the bags are heavy. The struggle for the bag to get on the children's bag is real. Mr. Jean-Pierre tries to reduce the burden of carrying heavy bags for his girls, but unfortunately at some point he is obliged to wave them goodbye while hoping for a solution to be met. I accompany my children to school, but when they return, they complain their bags hurt. Some of their bags weigh about 20 kilograms for a 7-year-old. I think the school should do something about this situation. At the crying congregation section in schools, their bags rather serves as a consolation to them because food is involved. There are some that when they are crying, when you want to take a bag, they will refuse. They will not even accept that you should touch their bags. For the writing materials, the school provides for them, so I keep them in class. A school bag, a necessity for these learners, but parents hope its weight will not weigh on the health of their children. We hope so too, Joyce Tata, and a plea which is under scrutiny by some school authorities who think drafting a precise timetable for pupils would help reduce the number of books they carry to school daily. Let's now listen to Mrs. Blessing Niba, head teacher of a school in Yaoundé. Anglophones were well organized, so every subject has its own book that we use, and those books are being accompanied with their readers. That's why the bags are very heavy. So to reduce the load, we always come up with timetables. Second week, but this is still the first week, so by Monday I'll be distributing the timetables to all the parents, so from next week the bags will not be that heavy. There are some children that are underage that the bags are really heavy for them. My advice to parents is that, because at the end of the day everything falls back to us, the teachers, so my advice to parents is that they should respect the age that the government has put in place, that a child should enter primary at the age of 6 years.
And we continue talking back to school, this time for some visually impaired in Yaoundé at the Government Bilingual High School in Coleton, where inclusive education is also practiced. The students living with disabilities join their peers in the back-to-school effervescence. Our reporter Cynthia Saptala met with Vitalis Kijab, a visually impaired student at Terminal Bilingue, and she finds out how he has started with the back-to-school. A student like any other. The only difference is that Vitalis is blind and has been so 10 years now. On this third day of the new school year, the teenager seems to need assistance. He developed his cues 7 years now in this Government Bilingual High School. But in class, it's a relaxed young man who puts out his billboard waiting for the teacher to begin lessons. The class is a little strange to me. Not all my friends are here. As concerns copying notes, I have no problems. This Wednesday morning, it's history for Terminal Bilingue. When we write in the board, we go and verify what is he writing, and the neighbor helps him to write. And lucky enough, Vitalis does have friends in class ready to help when the need arises. In class, when we have to copy notes, I dictate him, and when he is writing, when he's not on the page, I tell him what he has to understand. But not all days are good days. Sometimes he too has additional challenges to face in the school milieu. Each day there are challenges to overcome. In school, when I have a problem with my lessons or a teacher, I lay my complaints to the school authority like any other student. School authorities say each year there are more and more handicapped students like Vitalis, often with different disabilities that require special attention. But the learning institution possesses specialized personnel who sometimes do transcribe lessons into Braille for those like Vitalis. Vous regardez le 12 sur la CRTV. Madame, monsieur, merci d'être avec nous. Ce mercredi marque le 3e jour des classes au Cameroun. Parmi les milliers d'élèves qui ont repris le chemin de l'école, ceux en situation de handicap, c'est le cas de Vitalis Kijab, malvoyant et élève en terminale bilingue au lycée bilingue de Coleton ici à Yaoundé. Il raconte ses journées de cours au milieu de ses camarades dits normaux à Christelle Fouda qu'il a rencontré ce matin. Nanti d'un probatoire bilingue obtenu avec brio à la session de juillet 2020, c'est avec sérénité que Vitalis Kijab, malvoyant, entame sa dernière année au lycée bilingue de Coleton. Rendu au 3e jour de classe, dans un contexte de crise sanitaire, il s'adapte progressivement à la nouvelle donne. Avec les mesures barrières, la vie à l'école peut être très différente. Je peux dire que je suis en train de m'adapter. Ceci avec le concours des camarades. Comme tous les autres élèves, c'est vrai qu'il a un handicap, mais on vit avec. On essaie de l'aider chacun à son niveau. L'administration du lycée bilingue de Coleton a quant à elle déployé les moyens nécessaires pour garantir un apprentissage adapté aux élèves présentant des déficiences. Ce sont vraiment des enfants particuliers. Nous attirons toujours l'attention des enseignants qui interviennent dans les classes où on retrouve ces malvoyants, de bien parler quand ils font le cours, de se rapprocher d'eux, en tout cas d'avoir une attention particulière par rapport à ces enfants-là. Les élèves, nous leur disons que ils sont des élèves comme eux, mais que vraiment il ne faudrait pas faire la stigmatisation, donc qu'ils les considèrent comme les camarades entièrement à part. Encadrement de proximité, gage d'une année scolaire prometteuse. Des élèves entièrement à part, comme ceux dits à besoins spéciaux, qui ont également pris le train de la rentrée scolaire 2020 dans la région du centre. Un dispositif particulier est mis en place dans ces écoles spécialisées pour répondre aux besoins spécifiques de ces enfants-là. Claudia Zebemo, reportage.
Ils sont 11 au total dans cette classe spécialisée dans l'encadrement des enfants qui souffrent d'un trouble du spectre autistique. Bien que sans handicap supplémentaire, leur plan de scolarisation est personnalisé et méthodique. Ils ont un accueil adapté, c'est-à-dire on essaye de faire qu'ils arrivent loin de la foule, comme ça ils sont au calme. Ils ont des éducateurs à portée de main, un éducateur pour 3 enfants, plus un éducateur global pour tout le monde, donc ça fait 4 éducateurs et un enseignant. Lancé depuis quelques mois, ce projet vise à donner le maximum de chance aux enfants à besoins spécifiques à travers des plans personnalisés de scolarisation. Plus tôt l'enfant est pris en charge, plus ses chances de resocialisation sont énormes. On construit progressivement un cadre où ils auront des repères pour mieux s'intégrer. L'inclusion scolaire est un processus qui demande également l'attention des parents dans l'accompagnement de leurs enfants. La collaboration des parents est absolument indispensable. Donc tous les matins, on prend le temps d'échanger avec les parents. Si eux, ils constatent des progrès ou des régressions dans tel ou tel domaine, ils doivent nous le dire pour qu'on sache pourquoi le comportement de l'enfant est comme ci ou comme ça ou a évolué plus ou moins négativement. On s'adapte. La joie de vivre et l'innocence de ces enfants motivent les encadreurs spécialisés à se donner davantage afin de favoriser leur inclusion scolaire. Les élèves de la maternelle et du primaire ont renoué avec l'incontournable cartable. Seulement, celui-ci devient de plus en plus lourd au fil des années avec de nombreux livres et autres cahiers. Que faire pour alléger le poids du cartable de nos enfants? Esquisse de réponse dans ce reportage que signe Joël Igor Abanda. Voici une image devenue récurrente depuis la rentrée scolaire dans les rues de Yaoundé. Un parent transportant le cartable de son enfant. La raison, le poids du contenu du sac. La petite princesse est en classe fort. Âgée de 9 ans, elle a de la peine à porter son sac à dos. Son père est alors obligé de lui donner un coup de main. Pour un enfant de pratiquement 9 ans, c'est quand même assez pénible que le sac contienne 29 cahiers, sans compter les livres, donc pratiquement une dizaine de livres. Depuis son premier jour de classe, le petit Ekani élève en classe tout crawl sous le poids de son sac de classe. Quand je porte mon sac, je n'arrive pas à grimper les escaliers, je suis fatigué. Les parents d'élèves se plaignent alors du poids des cartables que portent au quotidien leurs enfants. Lorsqu'on demande à un enfant peut-être de 7 ans de porter 23 cahiers, 7 livres dans un cartable, avec son goûter, un peu d'eau, vraiment c'est assez difficile. Il se plaint quand même, il se plaint dans l'après-midi, lorsqu'ils sont à la maison, il se plaint. En tant que parent, je pourrais peut-être suggérer qu'on puisse un peu alléger le poids du cartable de l'enfant, vu l'âge. Ce n'est pas le cas chez les tout petits de la maternelle, puisqu'en allant à l'école, leurs sortes de classe ne contiennent généralement que le goûter. Leurs livres et cahiers sont gardés à l'école. And we continue talking back to school. This time we are taking you to the far north region of Cameroon, precisely in Mora, where UNICEF has been helping the government not only in that part of the country but also in other parts of Cameroon. This time they were handing over some school kits to help children effectively kick off with the new specific school year. Our reporter Ayub John Ashu was part of the event and put together the following report. Within its triennial cooperation program, the United Nations Children Emergency Fund, UNICEF, has been backing up the Cameroon government in her response to the educational needs of children in general, particularly those of Mayo Sava, Mayo Chanaga and Logonashari divisions of the Far North region affected by the security crisis masterminded by Boko Haram. In this light, at the dawn of the 2020-2021 academic year, UNICEF came along with a variety of school materials and sanitary kits for schools within these 3 divisions. Going to school is one of the rights of the children. It's one of the commitment of UNICEF to permit all the children to go to school, whether be they boys or girls, with handicap or without handicap, they must go to school. This is the contribution of the UNICEF to permit all these kind of children to go to schools. On behalf of state authorities, the SGO for Mayo Sava, Foran Ribon Amungam, lauded the gesture of UNICEF and encouraged rational use.
You're watching the Midday Bilingual Newscast on the CRTV and on CRTV News. And our guest today is the Minister of Secondary Education, Professor Pauline Nalova-Lyonga. She's coming back on the very pertinent issues regarding the two-shift system and the distance learning. You know, we're talking about back to school amidst the novel coronavirus pandemic. Professor Nalova-Lyonga was live on the 7:30 newscast on Monday, October 5, and here is a portion of her talk with anchor woman Esther Kima. Well, the school this year is going to be different, very different from what people have seen before. It's different because not only are you going to have the usual long period of class, that is from 7:30 to 3:30, but you're going to have a split, or what you call a shift system, by which you have two classes, one starting from 7:30 to 12:30, and the other from 1 o'clock to 5:30. That is two shifts. And in between all of that is what you're going to have, which is called distance education. And distance education is very elastic because you can do it at any time when you're not involved with a face-to-face class. So you have 5 hours of face-to-face, and you have 3 hours of distance education. That makes 8 hours. I'm saying this because, you know, some people have said that we have reduced the hours. And I say, what hours have we reduced? They said they used to have 8 hours. I say, so if you have virtual classes for 3 hours and you have face-to-face for 5 hours, what does that make? 8 hours. Okay, we're going to be talking about the virtual classes because it's important that we talk about how you intend to bridge the gap between rural and urban areas. Right. But now let's talk about the shift system. Is it going to be applied to all secondary schools? Will all secondary schools be going in the morning and in the evening? Certainly not. I don't know why people are so attracted to having the shift system. The shift system simply means that you have more than the normal number of students to be in a classroom. And therefore it is not all the schools that have overpopulated classes. If your class is not overpopulated, if it is not more than 50, then you don't have to split it. You don't have to have a shift system. So I don't expect to see schools that should not have a shift system having a shift system for the sake of making money. Okay. No. Now let's talk about distance learning. How do you bridge the gap between rural and urban areas? Not all children will know of light issues, will know of access even to new information and communication technologies. How do you intend in your ministry to bridge that gap? But I'm surprised that anybody should ask about this because the children are going to school anyway. How are they going to school? If they don't have lights, they don't have all of that. Distance education means that you're doing it with several tools. What are these tools? It's going to be print. It's going to be you're going to have print, and you're going to have TV, you know. And if you can't have, most of those who are complaining about the fact that they don't have light or whatever, these lessons are printed. Okay. And these lessons, besides, are going to be available to the children. The children are going to have them. And so there is no problem whether it's in the hinterland, whether it's wherever it is, they are going to have it. And the good thing about the head of state is that he just doesn't bring something which he cannot do. If he has decided that something is going to be done in class, it is certainly going to be done in class. He's going to give the means for that to be done. And he gave money, and we have targeted precisely the rural areas. So it's going to happen. It's just going to take a little more time. Even the buildings that we're doing, it's going to take a little more time for it to be. But he has made the allocation for that to happen. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. La rentrée scolaire 2020 est également effective dans l'arrière-pays. Nous vous le disions en titre. À Okola, dans la région du centre, par exemple, toute la communauté éducative a répondu présent. Confirmation du sous-préfet André Christian Olomo dans son reportage d'Étienne Pascal Azague.
En sa qualité de représentant de l'administration dans l'arrondissement de Kola, André Christian Olomo fait le tour des établissements publics et privés de son unité administrative pour apprécier l'effectivité de la rentrée scolaire 2020-2021. Une année scolaire qui impose de nouvelles attitudes. Les effectifs réduits à 50 par classe, le respect strict des règles d'hygiène et de salubrité. Le coronavirus est toujours là parmi nous. Les quelques établissements que nous avons parcourus, nous avons constaté avec satisfaction la présence non seulement des responsables administratifs, mais aussi des enseignants. Les élèves ont répondu présents après de longues, je dirais même de très longues vacances. Et cela nous a donné l'occasion de rappeler à ces élèves-là que les congés sont terminés et qu'il est question de rattraper le temps qui a été pris avec la levée, n'est-ce pas, du Covid. Les élèves et le corps enseignant ont tous pris le train de la rentrée scolaire 2020 qui va les accompagner jusqu'au mois de juin 2021 ici à Okola. Et nous allons continuer à vous donner les échos de cette rentrée scolaire à travers le pays. On parle d'autre chose à présent. L'agriculture avec cet atelier de validation du document du projet de développement du cacao qui se tient en ce moment à Yaoundé. Les assises ambition de résoudre le problème de développement d'une filière stratégique qu'est le cacao. Les travaux sont présidés par le ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Clémentine Ananga Messina, que je vous propose d'écouter dans cet extrait sélectionné par Elvire Angeline Ebalé. La structuration des producteurs en coopérative, parce que nous avons 650 000 petits producteurs, 650 000 producteurs, dont au moins 500 000 petits producteurs, qu'il faut regrouper dans des coopératives pour qu'ils puissent mieux assimiler la formation qu'on va leur donner, pour qu'ils puissent mieux vendre et du cacao de bonne qualité. Donc la stratégie sera donc que les coopératives, qu'on les mette en coopérative pour mieux assimiler tous ces enjeux de l'heure. Une autre stratégie sera de mettre à la disposition des producteurs des semences à très haut rendement. Nous allons également les former à l'environnement pour qu'ils ne détruisent pas l'environnement. C'est pour ça que nous prospectons aller vers les zones de savane. Allons à présent sur nos routes qui ne désemplissent pas en cette période de rentrée scolaire. Les adeptes de la dernière heure empruntent les principaux axes pour rallier leur domicile. Sur l'axe Yaoundé et Bolova, les risques d'accident et le non-respect des mesures sont au cœur des missions des gendarmes de l'opération contrôle, surveillance, répression. Pierre Revembe. Axe Yaoundé sans Mema et Boulevard, la route de tous les trafics d'influence. Les masques, c'est l'affaire des autres, même les pièces de véhicules compliquées à obtenir. La gendarmerie, malgré la pression, reste fixe dans le respect des instructions prescrites par le haut commandement et le très haut commandement. Malgré le cas de trafic d'influence, nous avons reçu les instructions du haut commandement de faire notre travail, rien que notre travail. Rentrée scolaire, la campagne spéciale mise sur pied par la gendarmerie vise à éviter les accidents de la circulation et le respect des mesures barrières. Le but de cette opération est de réduire de manière substantielle la courbe et les accidents de la circulation routière. Le haut commandement de la gendarmerie a renforcé notre dispositif avec les équipes mobiles que font les patrouilles le long des axes. La gendarmerie met la pression sur les mauvais usagers de la route dans la réduction des accidents et une pression supplémentaire sur les mauvais passagers dans l'application des mesures barrières. Et la page magazine de ce mercredi qui nous amène à Garoua-Boulaye dans la région de l'Est où la CRTV a produit une édition spéciale de l'émission matinale Cameroun Daylight le jour de la rentrée. Cette fois-ci, c'est pour vous faire vivre Garoua-Boulaye by night comme l'a vécu Aboubakar Abbo qui signe la page magazine du 12h. Le temps ne suspend pas son envol quand le soleil fuit l'Orient. À la nuit tombée, la ville de Garoua-Boulaye s'anime, réchauffée par une ambiance particulière. Habitués et curieux se retrouvent dans ces lieux références où l'air est à la fête. À la
la frontière, El Paribo joue les rassembleurs. Sous les lumières pastilles, visages, culture et origines se confondent. Il n'y a plus d'étrangers ni d'autochtones. Le langage est commun et la danse. Et ils sont servis au mieux par les tubes qui s'enchaînent, mixés avec goût et classe par les disques Joker qui s'en donnent à cœur joie. D'une boîte de nuit à une autre, on surfe aussi sur la vague du plaisir, à la salle d'attente par exemple. Ne vous y trompez pas, le lieu porte bien son nom. Situé en face d'une agence de transport, tout est préparé ici pour donner à ceux qui se risquent un séjour inoubliable. Amis de toujours ou connaissances d'un soir, ces éclats de rire, applaudissements de satisfaction, démonstrations intéressantes des dernières couches de danse, des lieux devenus des rendez-vous et plus des escales presque obligatoires pour les passagers. La tête à la fête, les débordements ne sont jamais bien loin. Fort heureusement, les forces de maintien de l'ordre jouent les chaperons, rappelant au bon sens ce citoyen qui a pris un verre de trop ou assurant la sécurité de ces personnes qui quittent ce temple d'aisance, boire à sa soif, mais aussi manger à sa faim. Et à toute heure, c'est l'une des particularités de la ville de Garoua-Boulaye. Vendeurs ambulants et restaurants quittent les clients jusqu'à pas d'heure, du moins synchronisé avec le couvre-feu imposé par les autorités. En effet, il faudra boire, danser, manger, vendre, faire de nouvelles connaissances. Tout ça avant les 12 coups de minuit. Passer ce cap, c'est extinction des feux et fermeture des portes pour tout le monde. Il faut rejoindre sa couche et reprendre des forces, car c'est ici que le soleil se lève. Thank you so much, Abubakar Habo, for painting this very beautiful picture of Garoua-Boulaye by night and Martin Weldengue. If they don't tell you, you would think probably you're in Yaoundé or Douala, but that was Garoua-Boulaye by night for you viewers. Thanks so much for your kind attention. Tomorrow, Martin Weldengue and myself will be back for another edition of the Midday Bilingual Newscast. To have a beautiful day in the company of our programs, Martin Noël. Dan Gassa, merci à vous. See you tomorrow midday. Madame, monsieur, bonne dégustation à vous qui êtes à table. Et à demain, 12h. In this connection, we should avoid stigmatizing